Bonjour Brigitte. Bonjour Guillaume, bonjour. Alors aujourd'hui, on va présenter un peu Brigitte justement, on va faire une interview un peu autour de l'atelier de l'art de se relier, qui est disponible sur Mayegi, sur le site de Mayegi. Et aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir d'avoir d'accueillir Brigitte ici pour justement parler de cet atelier, pour parler des thèmes, pour aussi vous faire connaître un peu cet atelier. Et donc voilà. Donc bienvenue Brigitte. Merci. Est-ce que en quelques mots, tu pourrais te présenter, présenter un petit peu d'où tu viens, ton parcours? Alors donc, mon nom le dit déjà, je suis pas française. Le mot Mesdag est un nom patronyme flamand, belge-flamand. Donc je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, dans une culture sociale nordique, disons. Donc où les gens, ou moi, dans ma famille, dans mon entourage, les gens ont plutôt quelque chose de retenu. On va pas exploser de joie ni de colère. Il y a quelque chose qui se tient. On va pas s'embrasser chaleureusement, on va dire bonjour, voilà, un peu de loin. C'est ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Or, le particulier dans, dans mon histoire, c'est que ma grand-mère était d'origine française. OK. Et là, par contre, là où dans la famille, on se retient, avec elle qui habitait à côté, il y a des explosions de joie, il y a des explosions de colère. Et ça, c'était intriguant pour moi en tant qu'enfant, parce qu'il fallait pas que je sois comme ça. Or, je vois quelqu'un qui libère ses émotions et moi, je peux pas le faire parce que j'ai été suffisamment punie, justement, en imitant cette grand-mère qui m'adorait, donc dans le sens, elle m'embrassait très fort, tandis que mon père, ma mère, c'était pas le cas. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a pas mal intriguée quand j'étais enfant. C'est oui, on peut le qualifier un peu moi j'ai grandi en France, du coup c'est plus une culture un peu plus froide, disons qu'en France où les gens sont un peu plus chaleureux, un peu plus on se touche peut-être un peu plus, des choses comme ça, toi c'était plus froid, distant et cetera? Oui, c'était donc dans ce sens-là. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, mais ça s'exprime, on le sent. Je le sentais, je me savais aimer, mais ça s'exprime pas forcément. OK. Voilà. Et donc, par rapport à ça, donc justement, en tant qu'enfant, ça m'a intriguée. Et une autre chose qui m'intriguait beaucoup, qui a fait que j'ai choisi de devenir institutrice, c'est quand en allant à l'école primaire, je vois des enfants, donc des enfants de ma classe, qui, avec une institutrice pendant une année, sont excellents. Et l'année d'après, on est avec une institutrice, parce que c'était évidemment les filles à part des garçons. L'institutrice est difficile, est froide, est très sévère. Cette même enfant qui l'année précédente était première de classe, est presque à la fin au niveau donc scolaire, au niveau de ses résultats, qui tout d'un coup devient vraiment handicapé, entre Mmh. guillemets. Donc là, je me rappelle, j'avais 8 9 ans, ça m'étonnait. Mmh. OK. Et du coup après qu'est-ce qui tu fait ce parcours d'institutrice et après qu'est-ce que tu as il y a l'Arche qui est à un moment rentré aussi dans ta vie et il y a eu tu t'es formée institutrice, tu as donné des cours en Belgique? Oui, donc quand j'ai fait mon choix de profession, j'étais intéressée par l'enseignement. Parce que justement, avec ces exemples-là, cette non-pouvoir de s'exprimer et le besoin de s'exprimer, par exemple, j'ai fait tout ce que je pouvais, ça c'est inconscient, hein. J'ai fait du théâtre, de la danse, du chant, tout ce qui pouvait être un exutoire à ce tumulte intérieur d'émotions. Et puis voir des enfants qui, une fois dans leur vie, pendant une année, s'expriment, ils sont épanouis, mais après qu'ils sont complètement, fermés, ça m'intriguait tellement et je sentais qu'il y avait une possibilité, il y avait quelque part un chemin qui pouvait libérer, la joie, libérer le ressenti. Mais tout ça, c'était inconscient. Inconscient au début, ouais. Et voilà, en effet, j'ai choisi d'être institutrice et mon but, c'était que tous les enfants soient épanouis, en étant absolument inconscient que l'enfant en moi ne l'était pas et que certainement que je cherchais à faire évoluer cet enfant-là aussi, Mmh. évidemment. Ouais. OK. Ouais. Et du coup, tu as fait ça combien d'années en Belgique, ce travail Eh d'institutrice? bien, donc déjà, je vais juste encore dire 2 mots. J'étais dans une école pilote, donc c'était à Bruges, dans le nord de la Belgique, qui essayait tout un tas d'autres, façons d'enseigner et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc il y avait par exemple aussi, la méthode Freinet,
Mmh. qui était donc chef français. Il y avait toutes sortes d'autres façons d'enseigner où l'enfant est impliqué, où on n'est pas simplement assis et on reçoit, mais là où l'enfant est demandé, être actif, où on pouvait avoir un projet. Ça m'a vraiment passionnée. Et ça m'a donc, en effet, j'ai dit oui, j'ai fait le bon choix. Parce que j'aurais voulu être autre chose dans l'enseignement, mais ça, être avec l'enfant qui va doucement grandir et je vais l'accompagner, ça, c'était vraiment une passion pour moi. Et j'ai donc été institutrice dans une école pour enfants handicapés, sourds. OK. Et là, c'était aussi un grand défi. L'enfant sourd qui a besoin de s'exprimer, qui a son langage à lui, et la société veut que cet enfant parle. Mais cet enfant n'entend pas. Mmh. Par contre, l'enfant sourd, l'être humain sourd, est très expressif, puisqu'il ne peut pas le faire verbalement, il est fait par son corps. Et ça, c'était extraordinaire. Donc j'étais pendant 3 ans dans cet institut pour enfants sourds. Je ne dis pas muets, parce qu'ils ne sont absolument pas muets. C'est très rare, quelqu'un qui a un handicap au niveau corde vocale. Ouais. Donc, ils s'expriment énormément. Ils ont aussi énormément d'émotions que l'instituteur, l'institutrice va essayer de cadrer et on va l'aider à qu'il s'exprime, qu'il puisse aussi lire sur les lèvres, ok, mais surtout qu'il soit créatif dans son expression, quoi, Mmh. dans son langage non verbal. Et ça, et aussi, comme on était demandé de continuer à une formation continue, ça m'a passionné, ça m'a vraiment j'ai beaucoup aimé. OK. OK, et après du coup, la vie aussi a fait que tu es parti de la Belgique à un moment donné? Je me suis mariée avec un éducateur de l'institution aussi, mais on était tous les deux aussi très appelés par une vie spirituelle. Et on est partis d'abord au Canada et ensuite on est venu en France pour vivre une vie qu'on croyait, qu'on voulait cohérente, où tous les aspects de la vie, toutes nos aspirations, qu'il y ait une réponse, qu'il y ait une nourriture à ça. Ça voulait dire au niveau relationnel, au niveau spirituel, au niveau écologique, au niveau non violent, au niveau tout ce qui touche à la nourriture, donc la grande écologie. Et c'était difficile de trouver une réponse à tout ça dans un même lieu. Comme on est toujours flamand, donc ça veut dire que notre culture est plutôt anglophone nordique. Venir dans un pays plutôt latin, c'était pas si simple que ça. Mmh. Mais on ne trouvait pas d'autres lieux où tous ces aspects étaient nourris. Donc, nous avons entendu parler de l'Inde de Vasto et nous avons lu ses livres. Nous avons été à des conférences parce que l'Inde de Vasto, à l'époque, faisait des conférences dans plein de pays. Ensuite, Pierre Parodi aussi est venu en France. Nous avions vécu plusieurs essais communautaires. Or, on était handicapés au niveau relation, hein, Mmh. parce que nous étions des personnes souriantes. Et quand quelque chose nous dérangeait, nous blessait, on continuait à sourire et intérieurement, on se désagrégeait carrément. Donc, il fallait qu'on apprenne comment faire pour vivre en communauté. Et puis un jour, en collectif donc, hein, un jour on est venu visiter la Borinoble, un des lieux principaux de la vie collective à l'Arche. Et là, on a vu des personnes se fâcher l'un avec l'autre. Je me rappelle qu'on était figés tous les deux, mon mari et moi, on était absolument figés. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ces deux hommes se criaient dessus. Nous, on ne pouvait plus bouger, hein. On était totalement paralysés, tétanisés. Et puis après, ces deux personnes se quittent. Donc déjà, ils parlaient en français fort, façon latine, je dirais, sans jugement, hein. Et puis le soir, il y a cette rencontre, tout le monde se met en cercle autour du feu, il y a une prière, et ces deux personnes sont côte à côte. Donc, nous, intrigués, on observe ça, et ensuite ils s'embrassent. Ils s'embrassent. Comment est-ce possible? Le matin, ils s'étaient criés dessus, et le soir, ils peuvent faire ça. Là, on a dit, il y a quelque chose, on va apprendre quelque chose ici. Mmh. Et c'est vraiment sur ce fait-là qu'on est venu faire d'abord ce qu'on appelle un long stage. Donc, essayer cette vie. Il y avait en effet le fait qu'on ne parlait pas français. On avait appris à l'école, c'était parce qu'en Belgique, on parle deux langues quand même, hein. On est deux peuples, deux cultures. Donc, du coup, nous, les Flamands, on apprend le français à mon époque assez tôt.
Et les francophones, les Wallons apprennent le néerlandais. Je les félicite parce qu'avec le néerlandais, on ne va pas très loin, tandis qu'avec le français, Oui. beaucoup de portes s'ouvrent quand même. Donc, ça a fait qu'on est entré lentement. On a beaucoup observé. Ça, c'était un avantage de pouvoir observer parce qu'on ne comprenait pas tout de suite. Et ça a fait que, oui, on s'est doucement enraciné et au lieu de seulement rester 1 an, parce qu'en 1 an, on allait apprendre la vie communautaire, on s'est rendu compte que, et non, il y a un savoir-vivre, un savoir-faire qu'on n'a pas acquis et qui va prendre du temps. Donc, du coup, on est resté, on s'est engagé dans cette vie où on apprenait et la relation en couple, finalement, en famille, en collectif, et où, justement, comme tout à l'heure je disais, on recevait une nourriture spirituelle, on découvrait une écologie qui n'est pas que au niveau de la terre, c'est important, c'est pour ça qu'on était venus, mais qui vient bien plus profond que ça, et qu'au niveau, comme Gandhi, puisque Gandhi était quand même la racine, la source pour notre fondateur, Lázaro de Vasto, qui a reçu le nom de Shantidar, serviteur de la paix, eh bien, on avait cette nourriture-là, c'était énorme, et digérer tout ça, ça prend des années. Oui. Ouais, puis il y avait ce choc culturel que vous avez eu au début qui a pris du temps aussi à s'adapter. C'était vraiment une autre culture. Ah oui, Vous disiez c'était un deux personnes qui se criaient dessus, puis à la fin se réconcilier d'une certaine manière. Pour vous, c'est bon. Ah oui, c'était véritablement un choc. Mais du coup, à ce moment-là, tu n'étais plus institutrice, mais comment tu es revenue à ces thèmes qui sont en lien avec l'atelier, qui sont en lien avec... quand tu es revenue avec... de commencer à parler de ces thèmes, à les mettre aussi dans ta vie et travailler autour de ça? Donc, d'une part, j'aimais les enfants, j'aimais être actif avec eux. Donc, dans la maison communautaire, déjà, ça s'est vu que j'aimais bien. Et j'ai été demandée d'animer des activités. Donc, j'ai pu à nouveau, en ayant des enfants, en pouvant être présent pour mes propres enfants, dans ma propre famille, je pouvais aussi régulièrement animer un atelier de non-violence, de jeux coopératifs. Donc, ça me réconciliait avec le fait d'avoir renoncé à ma profession que j'aimais beaucoup, à mon métier. Et puis, il y a eu un moment absolument décisif, qui est un peu en lien avec cette première rencontre où ces 2 hommes qui se confrontaient. J'avais pas encore vraiment conscience qu'il y avait un enfant souffrant en moi. Et un jour, voilà, avec une amie, à peu près de mon âge, d'une autre nationalité, beaucoup plus exubérante que moi, qui était encore très retenue, très gentille, on a une conversation et on a un désaccord. Ok, j'avais pas encore saisi que désaccord ne veut pas dire désamour. Pour moi, désaccord, c'était un des 2 se trompe donc, et c'est forcément moi. Donc, on a un désaccord et mon ami commence à hausser le ton. Moi, vu mon histoire, toutes les fois que j'ai été punie, toutes les fois que je suis été dans le coin à la maison, voilà, ça se réveille et je me fige, je me paralyse. Mon ami, qui voit que j'ai pas de réaction, parle de plus en plus fort, commence, dans mon ressenti, à crier sur moi. Waouh, c'était un moment désastreux parce que c'était mon amie et elle me criait dessus. Et moi, je ne pouvais pas crier, c'était interdit de crier. Donc, on avait à l'époque 2 petits-enfants qui jouaient ensemble et qui, à un moment, aussi sont intrigués, commencent à pleurer et ça m'a sauvée. Je me suis réveillée, j'ai pris mon bébé et je suis partie. Donc, à ce moment-là, j'étais jeune, hein, à la maison, je dis: «Non, on ne peut pas rester ici, c'est pas possible, ça, c'est pas la non-violence, on va partir». Et comme mon mari de l'époque, jeune aussi, et puis avec le français avait quand même du mal, bah oui, voilà, on a assez appris, on va partir. Et comme j'avais intérieurement déjà fait un premier engagement de faut être vrai, je me dis faut lui dire je ne peux pas partir en disant merci beaucoup, ça a été bien, on va partir en Belgique. Non, je dois dire la vérité. Pourquoi je pars? Donc le lendemain matin, après une nuit terrible, je m'engage dans les couloirs de cette grande abbaye à Bonnekombe et un ami était en train de faire la même chose. Donc on se rentre presque dedans dans un couloir et elle me dit faut qu'on se parle. Mais je dis oui, je viens vers toi pour qu'on se parle.
Donc, on rentre à nouveau chez elle. Et là, elle me dit: «Mais hier, j'étais terrible». Ben non, c'est moi. Mais si, 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 j'ai dit des choses, je me suis entendue dire des choses que je ne voulais pas dire. Mais toi, la grande non violente qui se maîtrise si bien. Moi, la grande non violente, j'étais paralysée, il y avait un blanc en moi. Je vois encore l'image en parlant de ce moment-là. Il y avait un gouffre, il y avait un blanc en moi. Donc, comme elle se présentait fragile devant moi, j'ose dire: «Oui, mais c'est non, j'étais paralysée, j'étais pas du tout, je me maîtrisais rien du tout. Il y avait ce gouffre, ce tremblement, je pouvais rien dire». «Ah bon?» Et là, on s'est parlé en vérité. Mmh. Donc elle qui me dit: «Comme tu dis rien, tu dis pas stop, je vais de plus en plus loin, je te traverse». Et oui, c'est ce que j'avais vécu. Mais moi, c'était pas du tout une attitude hautaine, moi je sais tout, je suis la non violente. Non, j'étais rien à l'intérieur. Mmh. Et là, il y a eu un moment une vérité étincelante. On s'est réconciliés et je me suis dit: «Il faut qu'on reste, hein. Il faut qu'on reste, il faut que Mmh. j'apprenne. Il faut que j'apprenne à être vrai qui je suis». Donc, je suis rentrée chez moi en disant à mon mari: «Bah, on va rester». Mmh. Tu as un peu une expérience justement où chacun était avec son interprétation de l'autre et par contre vous avez après réussi à parler vrai et à voir qu'en fait, à faire tomber ses Oui, croyances. Mmh. oui, oui. C'est absolument cette image. Donc, j'ai toujours mon écharpe avec moi, une écharpe que Salomé, quand j'étais jeune, on est allé voir ses conférences et puis on a écouté ses livres. Et cette image de l'écharpe qui représente la relation, où moi, je tiens mon bout de relation et l'autre aussi, Mmh. et que 1 plus 1, ça fait 3. C'est extraordinaire, puisque ça correspondait à ce que José Vasto disait. Et c'est ça qui m'avait fait rester aussi, qui m'avait appelé à l'Arche, c'est que dans la relation, il y a moi, il y a toi, et il y a une troisième personne. Et au niveau spirituel, ça devient la présence de Dieu même qui nous relie. Donc c'est pas moi qui tiens tout, ni toi qui tiens tout, c'est nous deux. Et cette relation, c'est celle-là que j'ai à nourrir, Mmh. à entretenir. Et elle peut être vraie à condition que moi, je suis vraie. Et là, avec cette confrontation-là, je me suis rendu compte que moi, j'étais rien dans mon esprit et que j'étais que comment dire, un emballage de quelque chose, un échafaudage de quelque chose. Moi, j'étais où? Cette petite enfant apeurée et qui avait fait des études, qui avait une expérience de travail. Oui, tout ça était présent, mais c'était tellement fragile, tellement creux en fait. Et donc, apprécier l'autre dans ce qu'il était et m'apprécier moi, waouh! Quel programme! Et ça venait, nourrir ce que je croyais dans les valeurs de l'Arche. Ça faisait donner de la consistance à ça. Et du coup, oui, je suis restée Mmh. et je suis toujours en France, toujours engagée dans la non-violence qui est Mmh. par rapport à moi, par rapport à toi, dans mon couple, dans toutes les relations. Et c'est ça qui a fait que j'étais intéressée à devenir formatrice, justement, toujours me former moi, Mmh. tout en étant avec les autres et avec cette écharpe qui dit, et voilà, c'est vraiment très, très réel. Je peux le toucher, ça, Mmh. que c'est un travail de tous les jours, C'est ça. jusqu'au bout. Mmh. Alors pour en revenir un peu à l'atelier de l'art de se relier, il y a différents thèmes, il y a différentes auteurs et autrices que tu cites. Il y a par exemple Pat Pat Forte il y a toute une partie sur Pat Pat Forte, le premier module. Comment toi tu es allé vers Pat Pat Forte? Comment tu as entendu parler d'elle? Elle est venue ou toi tu es allé? Comment ça s'est Oui, donc déjà, j'étais, grâce à comme je disais, de l'Arche, donc dans l'Arche, formatrice par rapport à la relation. On avait créé une sorte d'institut de formation entre tous les formateurs, toutes les personnes qui avaient déjà, par leur propre parcours et études, de toutes les maisons communautaires, on s'était rencontrés plusieurs fois pour se former entre nous. On avait fait venir des formateurs et déjà, avec d'autres personnes, en général, on était en duo par rapport à la relation. Et voilà qu'un jour, Pat Forte, elle vient à Saint-Antoine. Mon Pat Forte est une femme belge, voilà, une compatriote, aussi de Bruges, c'est incroyable. Et cette femme, quand elle était jeune,
était venue en vacances en France et était passée par la Borinable. À ce moment-là, elle était fait des études de biologie et elle allait aussi bifurquer sur anthropologie. Et elle est aussi très étonnée de voir des gens qui se disent non violents. Elle les observe. Elle est scientifique, donc elle les observe. Et au départ de ses études, elle veut étudier comment l'animal, quel est son instinct de survie, qu'est-ce que ça lui fait faire, quel est le comportement de l'animal pour rester en vie. Quand elle voit ces gens-là, ces adultes et enfants, les êtres humains, elle se dit ah, et eux, ils se disent non violents. Qu'est-ce que cet instinct de survie provoque chez eux? Donc, elle en a fait vraiment son thème d'étude pendant des années. Donc, elle a étudié les êtres humains à tous les niveaux, en famille, en relation de couple, n'importe où dans le monde, dans toutes les cultures, en prison, au niveau politique. Et elle est arrivée à une conclusion, comme tout scientifique. Elle a créé un modèle aussi, comme tout scientifique. Et ce modèle, dans ce modèle, on peut faire entrer tout type de relation. Donc, qu'est-ce qu'elle voit? Que tout est langage, évidemment, et que tout est en lien avec comment mon instinct de survie s'exprime à travers mes émotions et comment ça va impacter toutes mes relations. Or, ça a des racines. L'intérêt pour moi, quand elle nous a partagé sa découverte, c'est que à la fois c'est cet instinct de survie qui est une racine et c'est aussi la façon de penser. Tout est en lien, évidemment. Donc toi et moi, on est différents, on vient d'histoires différentes, de cultures sociales, relationnelles différentes, et on va quand même être attirés l'un par l'autre. On a envie de se parler. Donc elle va dire que XA, c'est moi, XB, c'est toi. On a un moment de rencontre. Et puis, il peut y avoir un désaccord. Et ce désaccord, comment ça va se dérouler? Est-ce que c'est moi j'ai raison et pas toi? Est-ce que c'est ah oui, forcément, toi tu as raison? Donc, elle va mettre des mots sur tout un tas d'émotions. Elle va dire que quand j'ai raison, c'est comme si je suis en majeur, comme la musique en majeur. Je ne suis pas dominant, je ne veux pas te dominer, mais pas du tout. C'est simplement que j'ai raison, quoi. Et je peux être aussi quelqu'un qui est plutôt dans la musique en mineur. Ah oui, je vais t'admirer, c'est toi qui as raison. Donc, c'est des choses qui ne se raisonnent pas. C'est quelque chose qui est en moi parce que par imitation, par mimétisme, depuis toute petite, donc quand je parle en mon nom, j'ai observé dans ma famille comment les gens agissent, comment est leur comportement. On est tous en vie, donc on a un instinct de survie. Mais selon mon histoire, selon l'histoire de mes parents avant moi, ils vont se comporter et moi, petite fille, je vais inconsciemment choisir un comportement. Le comportement qui va avoir le plus de gains. Est-ce qu'en étant en mineur, petite victime, ça me donne plus d'attention? Ou est-ce que c'est en mon comportement en majeur que j'ai plus d'attention? Donc ça, c'est extrêmement complexe et extrêmement intéressant. Ça m'a aussi à nouveau me frappé comme un coup de marteau. C'est un coup de massue. C'est incroyable comment tout d'un coup, je comprenais. Je voyais mon comportement, mon père agir, ma mère agir, ma grand-mère agir. Comment dans la vie collective, je retrouvais tous ces comportements et comment je m'adaptais à tous ces comportements et comment il était important d'arriver, moi, de me développer, de naître, de renaître à moi de façon ajustée en prenant conscience que je ne voulais pas dominer mes enfants, mais quand même, j'étais un majeur en face d'eux. Je ne voulais pas être victime et manipulée, mais quand même, j'étais en mineur en face de plein de personnes. Ah oui, je ne suis pas coupable de ça, mais j'en suis responsable. Ça peut se guérir, ça peut se transformer. Alors, cette rencontre avec Pat Padford, ça a été pour moi encore une énorme porte, un énorme rideau, fenêtre qui s'ouvrait et qui me motivait. Et oui, je peux me transformer et devenir plus moi-même. Et je peux le partager, cette envie de partager, d'accompagner d'autres personnes sur ce chemin. Un des autres modules justement aussi de ton atelier, c'est plus autour des 4 oreilles et des 4 bouches que des fois
une simple phrase, j'entends soit un jugement, soit une interprétation, parfois un ordre. Et des fois, une petite phrase comme ça peut faire aussi qu'on ait un conflit, alors que c'est juste, j'ai mal entendu une phrase qui n'était pas claire en fait dès le début, non? Mhm. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est un outil que nous avions reçu, que nous avons partagé quand on se formait donc dans l'Arche à l'époque. Donc ça, c'est Friedman Schulz von Thun, qui est aussi psychologue, quelqu'un qui était aussi passionné et qui est passionné par les relations humaines et qui, lui, en observant les gens, parce qu'il y a toujours longtemps d'observation Ouais. avant de prendre conscience de quelque chose. Et cet homme-là aussi a créé un modèle, Friedman Schulz von Thun. Donc lui, son image qui est très parlante pour moi aussi, c'est que nous n'avons pas que 2 oreilles, nous avons 4 oreilles. C'est une drôle d'image. Et du coup, nous n'avons aussi pas qu'une bouche, mais 4 bouches. Ça, c'est très en lien pour moi avec le regard de Pat Fort, évidemment. Donc, en effet, je peux avoir grandi dans une famille où l'oreille, par exemple, j'interprète tout le temps ce que les gens disent, j'ai une oreille très fine. Et beaucoup de personnes vont être intéressées par les relations, vont être intéressées par la psychologie, par aider les autres, ceux qui ont une oreille qui interprète très développée. Parce que chez nous, dans notre famille, un de nos parents était facilement souffrant. Et donc, parce que cette personne était souffrante, parlait de cette façon-là, il fallait l'aider tout le temps. Et maman, on l'aime, elle-même, elle est souffrante, je vais l'aider. Et dans ces circonstances-là, je vais être surtout attentive aux autres et qu'est-ce qu'ils ressentent. Moi, Elle a besoin et c'est voilà, moi, je ressens à leur place. Évidemment, la grande découverte plus tard, c'est que je ne peux pas ressentir à la place de quelqu'un d'autre, en aucun cas. Et même si j'ai l'intuition que cette personne a besoin de ça ou qu'elle ressent ça, c'est pas à moi de lui dire. Je vais peut-être pouvoir l'aider. Si j'ai cette oreille développée, je vais pouvoir l'aider en posant les bonnes questions pour qu'elle-même s'en rende compte. Et si c'est moi qui lui dis, ah non, je lui coupe, comme on dit en français, je lui coupe l'arbre sous le pied. l'arbre sous le pied, et cette personne ne va pas faire de prise de conscience puisque c'est moi qui sais Et pour pour elle. elle. Donc, l'oreille, par exemple, cette oreille-là qui ressent ce que l'autre ressent, ou l'oreille qui juge. Ah oui, dans mon histoire, il y avait quelqu'un qui donnait des jugements, et comme je voulais être aimée par cette personne, je m'adaptais à ces personnes-là aussi. Et malheureusement, j'ai une oreille qui entend des jugements. Malheureusement, j'ai aussi une bouche qui juge. Donc, ça compromet vraiment beaucoup les relations. Et encore l'oreille, évidemment, qui donne des ordres, et l'oreille qui, voilà, tout est neutre. Ça peut arriver aussi. Ça peut être positif, mais ça peut être aussi très négatif. Une oreille qui n'entend rien, à part, tout est neutre. Mais ça, je suis amoureux, j'ai rentré en relation avec quelqu'un, et puis, soit je donne des ordres, soit je juge par amour. Évidemment, c'est toujours par amour. Et ça va vraiment impacter, empoisonner ma relation. Donc ça aussi était une grande prise de conscience que c'est pas exprès, mais quand même que j'ai à rectifier, à soigner mon oreille et à nettoyer ma bouche. Ça change tout dans la relation. Et donc du coup, aussi dans l'art de se relier, il y a un 3e module plus autour de l'écoute. L'écoute de Edgar Porter avec les différentes attitudes de l'écoute. On a aussi justement cette manière, en fait, il y a plein de manières aussi d'écouter. Je peux avoir à nouveau plein d'oreilles pour écouter ou plein de manières de dire, si je t'écoute, mais en fait, je t'écoute pas vraiment. Et c'est aussi c'est en lien avec la psychologie, encore une fois. Ah bah oui, encore une fois, hein, c'est forcément la psychologie. La psychologie, c'est la science des comportements. Qu'est-ce qui motive les comportements? Et en effet, si, imaginons que j'ai une oreille développée particulièrement au niveau de qu'est-ce que ressent l'autre, quand j'ai compris que je ne peux pas, moi, mettre en parole et que, en aucun cas, je ressens ce que ressent l'autre, même si j'ai aussi développé un côté empathique, ça n'est pas pour ça que j'ai le droit de dire ce que l'autre ressent. Par contre, je peux l'écouter. Et une écoute active, donc, en effet, une écoute qui va soigner, qui fait du bien. Même si je ne suis pas psychologue ou thérapeute, je peux développer une écoute bienfaisante, une écoute active. Et ça veut seulement dire que
j'aide l'autre personne à ce qu'elle s'écoute elle-même. Mmh. Et j'aide l'autre personne à ce qu'elle met en parole ce qu'elle n'a pas encore soupçonné en elle. Au lieu d'une écoute complaisante, ah oui, mon pauvre, ah oui, ma chérie, ça va pas l'aider. Mmh. Ça va un peu la consoler, mais ça ne va pas la faire grandir, ça va la garder petite. Mmh. Et il y a aussi plusieurs façons, évidemment, d'écouter. Je peux écouter et garder la personne, garder, moi, la main sur la personne. Je peux écouter et puis la juger. Je peux écouter et banaliser, mais c'est pas grave. Il y a donc au moins 5, 6 façons d'écouter et celle qui va aider la personne, qui va nourrir notre relation Mmh. pour que chacun de nous reste debout. Bien oui, c'est cette écoute bienveillante, active, qui fait que j'étais là un instant pour toi, avec toi, et on en sort tous les deux grandis. Parce que l'autre personne a peut-être est grandi, a pu grandir son enfant intérieur, et moi aussi. Mmh. C'est en lien avec, c'est plus de l'empathie, en fait, c'est ça? En effet, c'est vraiment une écoute empathique qui n'est pas passive, hein. Mmh. Au contraire, j'ai été active dans cette écoute. Et j'ai aidé l'autre à être acteur Mmh. de sa vie. Et un peu peut-être pour clore, cette interview, toi, pourquoi ces thèmes, ont été importants pour toi de les transmettre? Pourquoi tu sens que c'est important de les transmettre, aux gens, qu'ils aient ces outils-là? Hem, c'est le quoi qui te dans le fond, qui te motive pour transmettre tout ça? C'est une grande question à laquelle j'ai un peu de mal à répondre parce que cette naissance, je pense, malgré que mon éducation a essayé de réprimer très fort un enthousiasme débordant chez moi depuis toute petite. Ma maman m'a souvent dit que j'étais un enfant fatigante parce que j'étais très enthousiaste et je parlais très tôt et beaucoup. Et donc, j'ai envie de partager. Mmh. C'est quelque chose que j'ai du mal à réprimer. J'ai dû éduquer aussi parce que je ne peux pas partout dire ce qui, moi, me motive. Mmh. Je dois être aussi à l'écoute. Donc, il y a quelque chose en moi qui a eu besoin de grandir, ouvrir des portes. Et cette découverte était tellement belle et grande Mmh. que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai besoin de le transmettre. J'ai appris que je ne peux pas transmettre à quelqu'un qui n'a pas envie Mmh. d'entendre. Donc il y a des métiers à travers lesquels on peut transmettre et on transmet aux personnes qui ont émis une demande. Mmh. Donc ça, je l'ai appris et c'est ça certainement qui m'a... certainement oui, c'est ça qui m'a motivée d'être transmetteuse parce que on m'a aussi transmis, j'en suis extrêmement reconnaissante, je suis dans la gratitude et ce trésor-là, j'ai pas d'autre choix de le transmettre moi aussi. C'est comme ça que je le vis. Mmh. Et bah, écoute, merci beaucoup Brigitte pour cette interview. Moi, je vous invite à aller voir l'art de se relier sur MyYegi, justement pour découvrir tous ces outils. Et puis voilà, merci beaucoup encore une fois de nous accueillir chez toi pour, cette interview. Merci à vous pour avoir eu cette occasion de transmettre encore une fois. Merci, À bientôt. à bientôt.